Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. Mon invité aujourd'hui porte plusieurs capes d'invisible. Analyste vidéo avec l'équipe de France de basket 3-3, un métier de l'ombre et une discipline de l'ombre pour le coup. Mais il est également directeur du centre de formation de la Roca Team à l'ASM Basket Amateur, dans l'ombre des professionnels. Donc, on va évoquer tout ça avec lui aujourd'hui. Anthony Christophe, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va bien, tout va bien, tout roule. On sort d'une campagne un peu très mouvementée avec l'équipe de France sur l'année 2024, en parallèle avec le travail au centre de formation qu'on essaye de développer au fur et à mesure. Donc voilà, ça va. Les voyants sont ouverts pour l'instant. Anthony, on va d'abord se pencher sur la casquette d'invisible qui nous intéresse le plus, celle d'analyste vidéo. On le rappelle, c'est votre rôle au basket 3-3 avec l'équipe de France qui a été vice-championne olympique l'été dernier. Première question habituelle de l'émission, c'est quoi un analyse vidéo ? Il y a plusieurs casquettes dans cette casquette d'analyse vidéo. Il y a vraiment de la recherche statistique, sur du scouting, derrière sur du montage sur du montage à proprement parler vidéo, vraiment en termes techniques, pour proposer un contenu au coach, pour proposer aussi un axe, un plan de jeu. Ça va sur les adversaires, mais aussi par rapport à nous. C'est-à-dire que nous, quand on a entamé la campagne de qualification aux Jeux Olympiques, on s'est d'abord attardé sur nous et on devait définir un projet de jeu. Et la définition du projet de jeu, ça s'est fait avec de l'analyse scouting de nos joueurs qui étaient présélectionnables dans une équipe de France. Et ensuite, derrière, ça a évolué vraiment dans l'analyse des matchs qu'on allait rencontrer, des adversaires, des compétitions. Il y a des joueurs... là, pour le coup, vraiment invisible sur le niveau 3-3, qu'on connaît pas parce qu'il vient du fin fond de la Nouvelle-Zélande. Et là, il faut aller essayer de trouver des images ou alors de trouver des chiffres. Voilà, c'est un travail un peu de fourmi. Pour accéder à de la haute performance. Et ensuite, derrière, il y avait aussi ce rôle de garant du projet de jeu, vraiment sur le terrain. Et c'est ce qui... j'étais sur les 2 dernières années, j'étais analyse vidéo et aussi assistant, ce qui m'a permis aussi de développer pas mal de choses. Trouver des statistiques, ça correspond à quoi dans l'analyse vidéo ? Alors, trouver des statistiques, donc il y a les statistiques individuelles. En fonction des statistiques individuelles, on peut, parce qu'on n'a pas d'image sur certains joueurs qui jouent dans des divisions obscures au fin fond de la Slovénie. On n'a que des chiffres, mais on n'a pas d'image, mais on peut déterminer un peu le profil du joueur. On peut savoir si c'est plus un joueur qui est au large, si c'est un joueur qui est vraiment un joueur de raquette, ancré au sol. Est-ce que c'est un joueur qui est agressif vers le panier, notamment sur la volonté dans le rebond offensif. On peut déterminer un profil de joueur avec des chiffres, sans forcément avoir de la vidéo. Ce qui est difficile à avoir dans le 3-3, parce que, contraire du 5-5, parce que le 3-3, c'est une discipline un peu invisible, en effet, et c'est des joueurs qui ne sont pas forcément visibles sur le niveau 5-5. Aujourd'hui, si on prend l'équipe serbe composée de 4-6 joueurs, c'est des joueurs qui n'ont pas joué dans des divisions 5-5 sur lesquelles il y a de la captation vidéo. Donc alors on n'a que des chiffres, des feuilles. Voilà, on n'a que des chiffres statistiques. Et par rapport à ça, derrière, on se fie à ça pour évaluer le profil du joueur. Et ensuite, derrière, statistiquement, on peut voir aussi par rapport à l'équipe. Et qu'est-ce qui se passe une équipe ? Combien de nombre de possessions a une équipe ? Le nombre de possessions va déterminer si c'est une équipe plus portée vers un rythme un peu up-tempo, qui est tout le temps à la recherche du panier, qui imprègne un rythme dantesque à l'adversaire, ou alors c'est une équipe un peu plus posée, qui est un peu plus sur la lecture et trouver un peu une évidence un peu sur le temps. C'est autour de vous et de votre œil finalement que tout se base, la stratégie de match et d'entraînement. C'est vrai, il n'y a pas que moi dans le staff. Là, on était là en l'occurrence, il y avait Karim Souchu et moi-même. Karim Souchu, qui est sélectionneur de l'équipe de France A au niveau du 3-3, a passé des commandes. Derrière, moi, je proposais des axes par rapport à cette commande et j'en ajoutais au fur et à mesure. Et pareil, c'était un travail vraiment collaboratif. Et pareil, tout ce qui est élaboration du projet de jeu passe par Karim et par moi. Donc après, derrière, tout ce qui est élaboration de game plan passe par Karim et par moi. Donc voilà, mais le fonctionnement était assez... Karim a confiance en moi à 100%.
Donc des fois, au fur et à mesure que la compétition avançait et que les Jeux Olympiques arrivaient, il pouvait s'occuper d'autres choses, du management, de l'entraînement qu'elle allait avoir derrière. Et moi, après, derrière, il me laissait un peu, pas carte blanche, mais à chaque fois, je devais me faire valider les choses par le head, c'est normal. Mais par contre, voilà, il y a les axes de travail, j'avais quand même les mains libres sur ça. Vous avez un œil qui est déterminant au final. Au même titre que Karim, mais voilà. Au fur et à mesure que j'ai commencé les équipes de France 3-3, au départ, j'avais la double casquette. J'étais analyste chez les filles et analyste chez les garçons. Ça prenait beaucoup de temps, mais au départ, vraiment, j'arrivais dans un milieu qui m'était inconnu et je voulais donner des choses, mais sans forcément prendre trop de place. Et j'attendais vraiment de trouver ma place là-dedans. Et au fur et à mesure que des expériences allaient arriver, que la connaissance du jeu aussi a fait que moi, je prenais un peu plus confiance en moi. Et derrière, voilà, j'étais un vrai appui pour le staff et féminin et masculin. Féminin au départ, après je me suis plus axé sur les masculins, mais voilà, j'étais écouté. C'est pas le cas d'autres assistants dans le 5-5 à mon avis encore aujourd'hui. Comment ça se passe? Vous analysez des captations vidéo, vous avez des logiciels professionnels qui vous aident aussi? Alors voilà, le logiciel, il y a un logiciel vidéo qui est assez commun à toutes les équipes de Betclic Elite ou même d'équipes européennes. Ça s'appelle SportsCode. Et avec ça, derrière, on capte le match. Derrière, en même temps, moi, j'ai ma petite tablette avec ma fenêtre de codification. Je découpe en live le match et ensuite, je joins les deux dossiers. Et derrière, ça fait que j'ai tous les paniers sur pick and roll, etc., etc. Et après, c'est un travail vraiment de fourmi, mais c'est un peu un travail un peu compliqué parce que il m'est arrivé les compétitions 3-3, c'est sur toute une journée. J'étais avec les garçons et les filles en même temps sur les compétitions, donc en fait, je dois encoder tous les matchs féminins, tous les matchs masculins. Et derrière, je commence la journée, il est 10h du matin sur le premier match, je la finis, il est 22h30. Et derrière, entre-temps, donc j'ai mon ordinateur à côté, etc. Donc je fais tout en même temps. Je suis sur le site non-stop. Donc voilà, c'était une expérience quand même enrichissante, mais voilà, compliquée en termes de volume de travail. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est des heures et des heures à visionner des vidéos. Ah, oui. Après, moi, oui. Alors sur le coup, moi j'en ai visionné vraiment pas mal. Je pense qu'au niveau du 3-3. Sans faire injure aux autres, mais je pense que c'est moi qui ai plus regardé de matchs et plus analysé de jeux, de joueurs, de matchs. Et après derrière, j'ai mis une manière de travailler qui est spécifique à ma personne. C'est que j'arrêtais pas. Et au fait, je me suis aperçu très vite qu'il fallait que je gagne du temps. Et pour gagner du temps, j'avais qu'une solution, parce que je devais être aussi aux entraînements avec les garçons. Je devais m'occuper de la vidéo. Je devais m'occuper du scouting des matchs, donc être sur le site. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée, c'est que je dormais pas. Et j'ai pas dormi. Pendant les phases de compétition, encore plus pendant les TQO et tout ça, j'ai pas dormi. Tout ce qui était noté, ma chambre, elle était tapissée de feuilles de format A4, de paperboard. Et au fait, j'arrivais, avec les straps, je tapissais les murs de ma chambre. Et au fait, à chaque fois que je regardais un match, je notais un truc, après je rassemblais tout. Alors, je me servais peut-être de 30% des notes que j'avais. Mais par contre, je savais que sur les 100% des notes que j'avais faites, la vérité, elle se trouvait là-dedans. Et c'était à moi de la trouver, la vérité, avec Karim et les joueurs. Vous passez combien de temps à analyser juste une action Alors, c'est pas une action, c'est vraiment... un système, ouais. Enfin, un peu peut-être. Alors, sur le 3-3, au fur et à mesure, j'étais sur l'analyse de l'action. Je dis, voilà, je vais analyser telle action. Et je me disais, ok, cette action, elle revient beaucoup, donc il faut sensibiliser les joueurs et notre projet de jeu sur cette action-là. Et ensuite, derrière, au fur et à mesure, ça prenait du temps. Oui, parce qu'il faut la regarder, regarder plusieurs fois. Il faut la trouver. Et peut-être que, en plus, au 3-3, les effectifs, ils changent tout le temps. D'une compétition à l'autre, les joueurs, c'est pas les mêmes. Donc derrière, il faut retrouver des images qui datent de peut-être il y a 6 mois où ces 4 joueurs-là étaient là. Donc ça prenait du temps. Et après, en fait, j'ai essayé par rapport à la vidéo, de prendre la dimension, on va dire, historique de l'équipe sur laquelle on allait jouer. Au fait, j'ai séquencé dans mon idée, dans ma tête, j'ai séquencé chaque attaque comme une histoire. Le premier chapitre, c'est que l'équipe adverse, elle cherche tout le temps à trouver le panier facile. En parallèle, au 5-5, une contre-attaque. Comment il joue la contre-attaque sur du 3-3 il joue comme ça, comment on peut le contrer?
Est-ce que c'est comme la Lettonie, c'est une équipe qui cherche de suite le tir à 2 points, à aller se cacher dans les corners, et ensuite derrière shooter pour arriver les premiers à 21 points? Ok, c'est ça. Donc nous, on doit être sensibilisés sur le repli défensif. S'il n'y a pas ça, comment il se resitue face au cercle? Parce que je rappelle, la règle, c'est on met un pied à l'extérieur de la ligne à 2 points, et ensuite à 3 points, pour parler 5-5, et ensuite on réattaque sur le même panier. Derrière, comment il se resitue? Est-ce qu'il se resitue sur tel ou tel alignement? Est-ce qu'il y a tel ou tel alignement qui reviennent sur la durée? Et ensuite, derrière ça, avec cet alignement-là, comment il joue? Est-ce que c'est sur du jeu à 2? Est-ce que c'est sur de la percussion, sur du 1 contre 1 et du drive and kick? Tout ce genre de choses-là. Et derrière, si la contre-attaque marche pas, si leur transition marche pas, derrière, comment ils s'en sortent? Sur des situations ils passent d'une situation d'urgence, 12 secondes, à extrême urgence, sur du 3-4 secondes, comment ils s'en sortent? Et derrière, en fonction de ça, derrière, j'ai mon histoire de l'équipe de la Pologne. Eux, ils jouent comme ça. C'est leur histoire. Et ben nous, on veut en raconter une autre. Et comment on en rencontre une autre? En les sortant de leur histoire à eux. Donc voilà, c'était un peu... Voilà, j'ai essayé d'imager le truc. Voilà, donc... mais c'était passionnant. Hein. C'était passionnant. Ça prend du temps. Ah ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, un temps fou. Moi, la première chose que j'ai dit à la DTN quand on est sorti des Jeux, on a fait le bilan des équipes de France et tout ça. Donc, quand c'était mon tour, j'ai dit à M. Contansou, le DTN, et à Jackie Comer, j'ai dit, par contre, moi, là, ça fait 3 ans que je suis sur la vidéo et de l'assistana. Là, maintenant, il faut juste m'enlever la vidéo. Je m'occupe que de l'assistana parce que là, moi, j'en peux plus. En plus, les joueurs, derrière le discours, comme on joue souvent les mêmes joueurs sur une période de temps très courte, derrière, il faut que le discours un peu échange. Et je sentais aussi que dans le discours, je me répétais. Et quand tu te répètes, il faut que les mots ils aient la même valeur que quand tu dis en janvier, tel joueur il fait ça. Si tu le dis en juillet et tu l'as dit toutes les semaines jusqu'en juillet, ça n'a plus le même impact. Le même impact, il faut que ça ait la même valeur. Parce que si ça n'a pas la même valeur qu'au premier jour, le joueur il peut se dire ok c'est bon, je le connais, ça va. Et avoir un nouvel assistant vidéo, analyse vidéo, et ça permet aussi de changer les éléments de langage, ça permet d'être challengé aussi. Bien sûr. Moi, ce que j'attends de notre nouvel assistant vidéo, analyse vidéo, c'est que de nous challenger au même titre que moi j'ai challengé Karim Souchu ou Yann Julien dans les propositions. Voilà. Et je pense que ça, tant mieux, ils ont accepté. Donc en plus de tout ce travail, il faut être capable de se renouveler. Exactement. Exactement. Et surtout que là, on a une génération des joueurs de Paris 2024 qui sont pas sur la fin, c'est pas des trentenaires. C'est des mecs qui ont 25, 26 ans. Donc on peut très bien les revoir sur la phase de qualification aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut parfois aussi anticiper le fait que l'adversaire a aussi un analyse vidéo qui analyse ce qu'on va faire et est-ce qu'il faut anticiper le fait qu'on va être analysé aussi? Alors il faut l'anticiper. Au 5-5, il n'y a aucun souci. Au 3-3, je pense que la Fédération française de basket a mis les moyens que peu de nations ont par rapport au développement d'un projet de jeu ou au scouting, etc. Il y a très peu d'analyse vidéo à proprement parler dans le milieu du 3-3. Allez, peut-être il y en a... Je crois que j'étais le seul vraiment dédié à ça. Habituellement, c'est le coach qui s'occupait aussi du scouting vidéo. Et je pense que le fait que les autres nations nous voient travailler, que ce soit chez les filles et les garçons, ça a sensibilisé les autres nations justement à mettre quelqu'un en place essentiellement sur l'analyse du jeu. C'est ce qui explique du coup en partie le parcours de l'équipe de France aux Jeux Olympiques? Oui, bien sûr, ça explique... tous les petits détails qu'on a mis en place expliquent le parcours, la success story un peu de l'équipe de France. Mais ça va de l'analyse vidéo à la préparation physique, au management de Karim, plein de choses. La mise en place de nos stages de préparation, l'entrée au village... Tout ça, on a essayé de faire quelque chose de sensé, de donner des petites choses qui vont permettre peut-être de gagner 0,5%, 0,5%. Mais au final, et comme ça, on se retourne après derrière, on se dit, là, on a essayé de mettre tous les ingrédients en place pour essayer de performer. Dans notre émission Rocasphère, on utilise beaucoup la palette. C'est quelque chose que vous faites aussi dans vos fonctions? Oui. Notamment sur les phases de check. Phase de check, je rappelle, c'est ce qui correspond un peu au système en 5-5. C'est une situation arrêtée. Et là, derrière, on utilise la palette. On essaye de montrer un peu sur tableau blanc comment on doit poser l'écran, etc. Si le défenseur réagit comme ça veut dire que ça entraîne un autre mouvement.
Voilà, il y a plein de choses. Voilà, c'est exactement pareil qu'au 5-5. Voilà. C'est beaucoup d'informations quand même à digérer pour les joueurs aussi. Il y a énormément d'informations à digérer aux joueurs, surtout que là, les joueurs n'ont pas 40 minutes pour les mettre en application. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de séquencer. On voulait aller sur la phase des Jeux Olympiques. On s'est contenté 3 consignes clés en attaque, 3 consignes clés en défense. Et derrière, là-dedans, il y avait des non négociables. Et sur les non négociables, eh ben, ça faisait partie de notre projet de jeu. Ça, ben, c'est pas négociable. Et en plus des non négociables, il y a 3 points en attaque, 3 points en défense. Les non négociables, c'était imprégné. On devait faire des petites touches, mais ils avaient capté le truc très très vite. Ça allait de la défense par rapport au projet défensif de chacun sur les collaborations offensives avec ballon. Franck Seguela, et on savait qu'il allait changer tout le temps. Donc ça, c'est non négociable. Il change tout le temps. Comment il change? Ça fait partie du projet défensif, non négociable. Et ensuite, derrière, on a ajouté des petites piques de rappel en fonction des adversaires sur lesquels on jouait. Et s'il n'y a pas le danger aussi de tomber dans la suranalyse à force de regarder en boucle les actions Oui. et de vouloir analyser à tout prix toutes les phases de jeu, est-ce qu'on n'a pas ce risque de tomber dans la suranalyse? Moi, je suis tombé dedans tout le temps. Et parce que c'est ma manière de travailler. Au fait, j'étais carrément dans la suranalyse, mais je recherchais cette suranalyse pour après me dire, ok, bah là, je vois plus rien. J'ai 100 infos, il faut que j'en trouve 6. Et les 6, elles doivent être les 6 infos. Et ben, ça doit être les 6 infos qui vont nous permettre de gagner. Et moi, je voulais me mettre dans cet état de suranalyse. Mais par contre, j'allais pas l'imposer à Karim et j'allais pas l'imposer aux joueurs. C'est votre propre méthode à vous. Voilà, ça c'était la suranalyse, c'est moi qui dois la faire. C'est pas Karim Souchu et c'est pas les joueurs. Derrière Karim Souchu, lui, moi je lui donnais pas sans analyse, je lui dis voilà, ben, il y en a 6. C'est ces 6 là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Avec ce que tu as regardé en vidéo, avec ce que tu connais des joueurs ou quoi? Oui, ça me parle. Ok, on fonce là-dedans. Non, sur les 6, ben, peut-être que moi, je sensibiliserai plus sur ça. D'accord, Karim, pas de souci. Hop, je te sors des images sur ça et on enlève ça. Voilà, c'était un travail collaboratif. Mais moi, je dois pas imposer, mais sans analyse à mon head. Et encore moins aux joueurs, ou sinon, ils s'y perdent. Bien derrière, sûr. sans analyse à mettre en pratique sur un terrain, un demi-terrain pendant 10 minutes, c'est un peu compliqué. Vous analysez aussi les entraînements? Oui, on fait. Karim a cette manière de fonctionner avec son équipe sur beaucoup de scrimmage, c'est axé beaucoup sur l'opposition aux entraînements, et donc il y avait de la captation des oppositions, et avant chaque entraînement on s'imposait un temps avec Karim pour dire voilà, quel est le point de vigilance aujourd'hui. Point de vigilance, c'est de voir comment on défend. J'y reviens sur la contre-attaque des Lettons. Sur la contre-attaque, comment on défend. Anto, tu me prends la vidéo du match, des matchs d'entraînement, et derrière il faut ressortir quelque chose pour soir. Dire voilà, nous notre point de vigilance c'était ça. Est-ce qu'on l'a checké aujourd'hui? Là on l'a checké, très bien. Là on l'a pas checké. Pourquoi à votre avis là on n'a pas défendu sur le tir à 2 points, sur la contre-attaque de l'équipe bleue. Après derrière on laisse la parole aux joueurs, il y a un travail collaboratif, nous, notre projet de jeu, notre projet défensif pour éviter ce genre de choses, c'est ça. Donc on reste sur ça. Et une fois que c'est imprégné, ça fait partie des non négociables. Voilà. C'est important de cadrer justement. C'est la clé de tout. Ça prend énormément de temps de mettre un cadre. Bien sûr. Énormément de temps. J'en parlais avec Mickaël Pivot justement l'année dernière pendant le tournoi de la NGT, qui fait un peu de séquence vidéo. Il disait je leur donne des informations, mais s'ils en retiennent 2-3, c'est déjà parfait en fait. Ouais. Et alors nous, on était plus sur le truc, c'est que les 3 qu'on donne, c'est non négociable. Voilà, et les 3 qu'on donne, c'est le projet de jeu. C'est le projet de jeu. Si on fait des erreurs sur les 3 infos défensives qu'on leur a données, ça veut dire qu'ils sont sortis du projet. Et si on leur donne, ça veut dire qu'on sait qu'ils sont capables de les mettre en place sur le terrain. On va pas dire à Timothée Vergea qui mesure 1m80 et qui pèse 75 kg de dire voilà, ton projet à toi défensivement quand t'es sur un grand, c'est de le pousser, c'est d'essayer d'aller au contact physique et tout ça. Ça n'a pas de sens de faire ça. Si on donne les trois clés défensives et offensives, ça veut dire qu'ils doivent les appliquer. Et qu'on sait qu'ils sont capables de les appliquer.
Donc voilà. Et après, d'ailleurs, j'en reviens sur le cadre. Le cadre, c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Et moi, je dis ça parce que je suis en plein dedans, parce que là, je suis passé sélectionneur des U23, de l'équipe de France U23 3-3, et ça me prend un temps fou à établir le cadre. Mais ensuite, derrière, le temps que tu perds à faire ça, c'est un temps que tu vas gagner directement sur la compétition. Et le cadre, ça va vraiment dans le cadre vraiment purement sportif, mais aussi dans le cadre extra-sportif, dans le sens que comment on va annoncer une non-sélection à un joueur. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, avec lequel on doit partager aux joueurs. Comment vous voulez qu'on vous annonce une non-sélection ? Par rapport, voilà, vous en parlez entre vous, on échange ou quoi, et comme ça, après, le cadre, nous, c'est cadré, et en faisant ça, on évite un peu ce sentiment un peu d'injustice que peut ressentir un joueur quand il n'est pas sélectionné, ce genre de choses-là. Mais ce cadre, il est important, mais je pense à tous les niveaux. Au niveau managérial, au niveau sportif, au niveau entrepreneurial. Donc voilà, on passe beaucoup de temps à ça. Comment vous êtes retrouvé à faire ça, l'analyse vidéo ? Alors déjà, j'étais joueur de basket professionnel, je suis passé par Monaco, et sur la fin de ma carrière basket en 5-5, déjà, le 3-3 a commencé à prendre une bonne dimension, voilà, a commencé à se développer, et derrière, les équipes de France, elles cherchaient des joueurs. Et aujourd'hui, et avant, quand j'ai commencé, au fait, il n'y avait pas de sélection. On levait le doigt, ah là, il vous manque quelqu'un, j'y vais. Et au fait, c'est fait comme ça. Moi, le premier Open de France que je fais à Nice, je sors de la rascasse avec un ami à moi, et en parlant, on dit, oh putain, il y a un tournoi à Nice, c'est l'Open de France, on y va. Et il y avait l'équipe de France qui était en préparation. Et au fait, je fais le tournoi, et après, derrière, il manquait un joueur sur une phase d'entraînement, et ça. Je dis, moi, je veux bien. Et derrière, après, ça s'est fait comme ça. Et dès que la concurrence, elle est arrivée, parce que ça commençait à se développer, bon, moi, j'avais 38 ans, 37, 38 ans, et après, derrière, ça a commencé à vraiment développer vraiment très, très fort, à devenir olympique. Donc, les joueurs 5-5 de Betclic, de Pro B, Antoine Eto'o, etc., ils sont arrivés. Et derrière, il y avait la concurrence. Et moi, avec la concurrence, avec Antoine qui arrivait, d'autres joueurs, et derrière, ils ont pris Antoine. Et voilà. Mais je suis rentré un peu grâce au fait que c'était en cours de développement et qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. Et pourquoi l'analyse vidéo ? Et l'analyse vidéo, derrière, après, j'étais plus sélectionné, donc j'ai arrêté les équipes de France. Et derrière, c'était un peu une évidence. C'était un peu une évidence, à mon avis, pour la DTN, de me mettre là-dedans, parce que j'avais mes diplômes pour être entraîneur 5-5, etc. De par le partage d'expérience que j'avais avec les sélectionneurs à l'époque, Richard Billon et Karim Souchu, qui est encore aujourd'hui, ou Yann Julien, qui est aujourd'hui directeur de la performance 3-3 à la Fédé, il me reconnaissait des qualités dans l'analyse du jeu. J'étais tout le temps dans la recherche, de par mon poste. Je suis quelqu'un de très cérébral quand j'étais au 5-5. Je l'étais aussi au 3-3. Et je pense aussi l'être un peu dans la vie. Et donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais j'ai tendance à dire que j'étais pas expérimenté vraiment sur le coaching. C'était la première fois que j'allais vraiment être face à un groupe. Et au départ, il y avait un peu un manque d'assurance. Mais après, derrière, avec l'expérience, c'est vite devenu une évidence. Parce qu'en fait, la légitimité, en fait, c'est les gens qui te la donnent. C'est les gens qui t'ont positionné à ce poste-là qui te la donnent. Et les gens qui m'ont posé à ce poste-là, c'est pas le mec qu'on rencontre dans le coin de la rue, quoi. Des gens qui ont gagné des médailles, c'est des gens de la gouvernance du sport. Et ils m'ont pas mis là par hasard, à mon avis. L'analyse, vous avez toujours eu une fibre pour ça, ou ça s'est développé comme ça sur le tas ? Est-ce que plus jeune, vous regardiez aussi plusieurs fois les actions de basket pour les analyser ? Oui. Alors aujourd'hui, je vois ça, c'est un écart générationnel. Aujourd'hui, les jeunes joueurs regardent beaucoup leurs actions. Moi, je regardais mes actions, elles n'étaient pas forcément flamboyantes par rapport à mon style de jeu, mais je regardais beaucoup les actions des autres équipes, des autres joueurs. Et derrière, moi, dans mon cursus de formation, j'avais passé mes diplômes pour être entraîneur, etc. Et la fédération a mis un diplôme d'analyse de vidéo sur le 5-5. Je l'ai fait lors de ma dernière année de professionnel au HTV. Et pareil, quoi, je me suis senti à l'aise dans ce genre de choses. Et j'ai senti qu'on me sentait juste. Voilà. Je pourrais dire, ouais, je suis juste, mais bon, ça serait un manque d'objectivité. C'est très subjectif. Mais par contre, j'ai senti que des gens qui connaissaient le basket, et même reconnaissaient un peu cette qualité-là. Et le fait de me sentir juste et crédible aux yeux de personnes importantes qui sont aujourd'hui à des hautes fonctions à la Fédé ou alors dans des clubs de Betclic, m'ont permis aussi de développer cette
cette qualité-là, je pense. Mhm. Voilà. C'est un poste qu'on retrouve quand même beaucoup maintenant dans tous les staffs de tous les sports, peu importe, dans tous les staffs. Maintenant, on trouve des analystes vidéo. C'est vraiment un rôle qui a grandi ces dernières années avec des formations même à l'école pour se spécialiser là-dedans. Exactement. Et derrière, il y a plusieurs types d'analyse vidéo. Il y a vraiment le type ingénieur, analyse vidéo ingénieur qui connaît le basket, mais derrière, il est tellement à fond sur les écritures informatiques, etc., qu'en un clic, eh ben, en fait, il va avoir plein d'informations qui vont lui arriver, et derrière, après, il va trier ces informations-là. Moi, sur mon profil à moi d'analyse vidéo, je pense que c'est l'œil qui prime sur vraiment le clic, ou alors le fait de gagner du temps, et tout ça, quoi. Je pense que les structures sont professionnalisées par rapport à ça, mais elles recherchent beaucoup d'anciens joueurs qui ont cet œil-là de basket. L'œil et l'expérience. Voilà, l'œil et l'expérience, plus que l'informaticien qui, en un clic, il va avoir plein d'informations. Et tout dépend après derrière de la commande du front office ou du staff par rapport au rôle qu'ils veulent donner à l'analyste. Vous avez intégré des analyses vidéo dans les sections de jeunes de l'AS Monaco ? Oui, il y a Titouan Houd qui est assistant de Michael Pivot et qui est assistant mais qui est pas là au quotidien sur les entraînements, qui est là à tous les matchs et qui s'occupe de faire les montages vidéo et par rapport aux commandes que peut faire Michael. Anthony, parlons un petit peu du 3-3 maintenant. C'est un sport qui est dans l'ombre du 5-5. D'abord, félicitations pour la médaille d'argent aux Jeux de Paris avec l'équipe de France. Cette médaille, c'est quand même aussi un peu la vôtre avec le staff. Oui. Après, derrière, quand on arrive au village olympique, c'était une expérience incroyable. Jamais, j'espère reconnaître ça encore. Mais quand on arrive au village olympique, on s'aperçoit très vite que les Jeux olympiques, c'est des athlètes, c'est pas les staffs. Derrière, que ce soit Karim ou moi, on n'avait pas d'ego par rapport à ça. Et derrière, on voulait les mettre vraiment en valeur et ce genre de choses-là. Donc ouais, c'était pour les athlètes. Mais ensuite, derrière, par rapport à tout le travail que ça a demandé, et on était dans la chambre au village avec Karim, et on se disait quand même, on arrive quand même de très très loin. Et même si c'est les Jeux Olympiques pour les athlètes, quand même, nous, on aura notre part de choses. Même si on n'a pas la médaille à proprement parler, nous, on aura quand même accompagné 4 joueurs. Et derrière, il y a les 4 joueurs, il y a la vitrine des Jeux Olympiques, mais il y a tout ce qui ne s'est pas vu avant. Et on est au 3-3, on n'est pas au 5-5. Donc l'organisationnel, au 3-3, c'est que quand on arrive sur un stage en Corée, tout qui doit être calé avec l'accueil du stage, au final, on se retrouve dans des villas à dormir sur des canapés et tout ça. Et garder le focus des joueurs professionnels, joueurs professionnels dans ce contexte-là, c'est très très compliqué. Et on se dit, on est arrivé à ce moment-là, mais on a réussi à activer les bons leviers au bon moment pour garder concernés les joueurs avec le but ultime de gagner la médaille d'or, d'être au moins en finale. Donc voilà. Ouais. 6 mois après les JO, malheureusement, c'est le lot pour beaucoup de disciplines olympiques. Le soufflet, il retombe quand même très rapidement derrière. Oui. Moi, c'est la première chose que je disais à Lucas Dussoulier pendant les matchs quand on se qualifie pour la finale. On les voit, ils veulent rester focus sur le truc, mais les gens, ils étaient fous. Et je voulais qu'ils prennent. Je dis non, restez sur le terrain. C'est l'organisation qui vous sort du terrain. Prenez tout ce que vous avez à apprendre, parce que après, derrière, dans 1 heure, il y a la finale. Donc prenez tout ce qu'il y avait à apprendre. On ne sait pas comment ça va se passer derrière et tout ça. Et là, eux, en tant que joueurs, ils l'ont ressenti, parce qu'ils sont retournés dans leur histoire de 5-5, avec l'étiquette quand même de Jeux Olympiques. Mais c'est très vrai pour les staffs, parce que on se bat pendant 2 ans pour avoir sur un objectif. On a l'objectif, et après on retombe un peu dans le quotidien. Et oui, le soufflet est redescendu. Nous, on avait un peu la chance parce qu'il y avait la saison 3-3 avec Team Paris qui continuait. Mais oui, le soufflet est redescendu et c'est quelque chose de compliqué. Est-ce qu'il y a quand même eu un effet JO sur le basket 3-3 ? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? On l'a ressenti au niveau de la fédération. On l'a ressenti aussi par rapport à l'accueil qu'ont pu avoir les joueurs quand ils sont rentrés, les sollicitations qu'ils avaient pu avoir. Et voilà, et aussi après derrière, ça
ça a motivé la fédération à continuer le développement du 3-3 et des équipes de France 3-3 dans le but des Jeux Olympiques 2028. Mais le post-jeu, les jeux, c'est quelque chose. Le post-jeu, après je parle personnellement, c'est quelque chose aussi de délicat à gérer. Qu'est-ce qui vous a le plus plu et qui peut-être qui vous plaît toujours autant dans ce type de basket? Moi, ça a tout le temps été le contexte de compétition. Le fait de jouer sur des places publiques magnifiques. Un côté street basket, quelque part. Ouais, mais sans le côté underground, sans le côté vraiment, parce que le streetball, tout ça, il y a ce côté basket en liberté qu'il faut garder, il y a pas de souci, tout ça, mais c'est vraiment ce côté contexte, de truc. On a joué devant on a joué devant le cirque de Bucarest, on a joué dans des centres commerciaux, on a joué à Vienne, en plein milieu du centre-ville de Vienne, on joue sur la Concorde à Paris. C'est vraiment ce contexte-là où on se pose presque où on veut. Voilà, c'est ce contexte-là qui fait tu joues avec la musique, on est trois, et c'est les émotions que ça procure. Alors je vous promets, hein, et je suis complètement objectif, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel avec le 5-5 de par mon parcours. Mais les émotions en 3-3, elles sont multipliées par 10 000. Par 10 000, que ce soit quand t'es joueur ou quand t'es dans le staff. Et chaque panier est important, chaque dribble est important. Parce que ça va plus vite, parce que c'est plus court. Ça va plus vite, parce qu'on est on n'a pas le droit de se morfondre, on n'a pas le droit d'être content, on n'a pas le droit de ci, de ça. Même quand on est content, on vient de gagner la place en finale. Ok, on prend pendant 5 minutes, on est content. On dit aux joueurs de profiter, mais nous, on est déjà dans l'après. Les montages pour la Hollande, la finale, ils sont déjà prêts. Derrière, on doit aller à droite, à gauche et tout ça. C'est quelque chose. Il faut le vivre. Et quand on nous a préparé, moi, je me suis préparé mentalement. J'ai été accompagné mentalement pour la préparation aux Jeux Olympiques et l'entrée dans le village, tout ça. C'était Monsieur Cantansou, le DTN. Quand il y avait des réunions, en fait, il nous parlait des Jeux Olympiques. C'était unique. Moi, je dis, ça reste une compétition. Moi, je vais être focus, je veux gagner, mais je vais pas me laisser prendre par le contexte, etc., etc. Je suis tombé en plein dedans. Il avait raison à 100%. Et moi, des fois, quand je le dis, quand je fais des partages d'expérience, je le dis. Et derrière, en même temps, je me dis, ça se trouve, le mec à qui je le dis, il pense la même chose que moi quand je pensais que c'était Monsieur Cantansou qui le disait. Mais c'est unique. Après, c'est vrai que ce qui s'est passé à Paris sur le 3-3, c'est complètement fou en plus. C'est dingue. Et c'est dingue à partir du mois de mai. Mois de mai, premier TQO, on perd le premier TQO. 3 jours après, on doit se refocaliser sur le deuxième TQO en Hongrie. On passe sur le deuxième TQO en Hongrie, sur deux matchs après prolongation et sur un shoot au buzzer. Derrière, on a la phase de préparation. On va aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, le storytelling est sur tous les matchs, ils sont dingues. Et dès le premier match contre la Pologne, c'est un match, je crois qu'on a 3-4 balles de match et on les perd. La Pologne, elle revient. Et au fait, le coup de foudre, il a été d'entrée de jeu. Et le public, en plus. Ouais, le public, c'était un truc. Un volcan, le truc. Un volcan. Moi, j'avais les... Vous vous attendiez à ça? Non. Enfin, je savais qu'il allait y avoir du monde et on nous avait prévenus. Hein. C'était presque l'hystérie, même. C'était les karaokés, il y avait la Marseillaise, il y avait... on chantait sur du Johnny Hallyday, aux Champs-Élysées, les trucs comme ça, avant les trucs. Non, dès qu'il y avait un panier, dès que je sentais la victoire arriver, moi, mentalement, j'étais à plat. Je commençais à avoir des larmes parce que j'étais fatigué, parce que je pensais à ce que je devais faire après. Oh, on doit prendre la navette, on doit faire ci, on doit faire ça. Et voilà, après, derrière, la Fédé nous a mis dans des conditions exceptionnelles. Moi, j'étais à Disneyland, là. J'étais dans des conditions NBA. J'avais la maison de la performance à côté du village. Je restais jusqu'à 3h30 dans la maison de la performance. C'était dingue. Il y a Florent Manodou qui arrive, il s'entraîne avec nous. C'était Disneyland. Mais par contre, malgré ça, il faut rester focalisé sur l'objectif. Bien sûr. Et l'objectif, pendant la journée, c'était compliqué parce qu'il y avait tellement d'activités. Pendant la nuit, j'étais tranquille. Il y avait tout le monde qui dormait, tout le monde allait au lit à minuit. Derrière, j'étais tout seul dans la maison de la performance, sur mon bureau et tout ça, jusqu'à 3h30, 4h du matin. Personne ne venait m'embêter. Je faisais ça, j'avais un sprite, je faisais ça, j'avais un truc, et j'étais tranquille. Mais voilà, il fallait rester focalisé sur
sur l'objectif. Quand on voit le carton que ça a été pendant ces Jeux Olympiques, le basket 3-3, l'engouement qu'il y a eu derrière, le public sur place et à la télé, ça a été vraiment un carton total. Et qu'on voit tous ces jeunes qui jouent aussi dehors au basket, souvent sur un seul panier, comme ça peut être le cas au 3-3. Il y a une superbe base de travail pour l'avenir, là, pour le basket 3-3. Bien sûr, après d'ailleurs, ça c'est le travail de la fédération à développer le 3-3, à développer des compétitions. Là, il y a la deuxième année de la Pro League, donc du circuit professionnel 3-3 qui va commencer à Beauvais, je crois, début avril. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau amateur et au niveau professionnel. Mais ça va dans le bon sens, ça va dans le beau sens grâce à ces 4 garçons là. Et ils méritent ce qui leur arrive, ils le méritent vraiment. Qu'est-ce que le 3-3 a de plus que le 5-5 ? Le 3-3 pour moi est très télégénique. Et je suis d'accord. Parce qu'en fait, on va pouvoir catcher quelqu'un qui est pas amateur de basket sur un match 3-3. C'est un peu plus compliqué de catcher le non-amateur sur un match 5-5 qui dure 40 minutes. Bien sûr. Et au 3-3, les matchs se multiplient. Donc voilà, sur une journée, je crois qu'avec les garçons et filles, il doit y avoir 24 matchs. 24 matchs par journée, ça veut dire qu'il y a 24 histoires. C'est pas une histoire. Et en restant... c'est dynamique, ça passe vite. Dynamique, bien sûr, c'est dynamique, ça passe vite. Tous les paniers sont importants. Il n'y a pas cette phase un peu de ralenti qu'on peut voir en 5-5 pour monter la balle en zone avant. Là, c'est un sprint pendant 10 minutes. Et je pense que c'est plus télégénique. Il y a plein d'histoires. Mm-hmm. Dans une journée de 3-3, il y a 24 histoires. Mm-hmm. Dans un match 5-5, qu'on voit pour le spectateur, il y a une histoire. Dans cette histoire-là, il y a des temps forts, des temps faibles, etc. Mais au 3-3, il n'y a que des histoires à raconter. Et la multiplication des matchs fait qu'il y a une multiplication de highlights, tu vois, et les trucs comme ça, qu'on peut voir aussi en NBA. En NBA, pourquoi ? Quand on se lève le matin, on voit les meilleures actions. Parce qu'il y a eu, parce que chaque soir, il y a 8-10 matchs. Et en 8-10 matchs, il y a plus de contenu que une fois par semaine. Et le 3-3, c'est un sport qui a trouvé aussi sa place à Monaco en plus. Oui, il a trouvé sa place à Monaco, donc oui, ouais, après derrière ça va doucement parce que moi personnellement j'aimerais que ça aille plus vite, mais comme j'ai d'autres missions avec la Fédération française de basket qui me prennent beaucoup de temps l'été, donc je peux pas développer comme je voudrais, mais bon. Mm-hmm. Donc voilà, mais à l'initiative, au départ, on crée la première équipe professionnelle 3-3 sur le World Tour je sais même plus en quelle année peut-être c'était il y a 7-8 ans. Où on fait le World Tour, on met Monaco sur la carte mondiale du 3-3 en faisant le World Tour, on perd en demi-finale à Debrecen contre les Lettons, justement. Et ensuite, il y a eu une petite phase où moi, après derrière, je suis reparti un peu avec l'équipe de France en tant que joueur. Donc là, j'ai plus trop moyen de développer l'équipe à Monaco. Ensuite, derrière, on a fait une équipe professionnelle qui a fait l'ULE, c'est la Ligue russe, professionnelle russe, pré-guerre, avant-guerre. On a développé ça, on est allé là-bas, on a fait 3 stops de la Ligue russe. Et derrière, il y a le développement du 3-3, vraiment avec ce qu'on met en place sur le port avec le club de l'AS Monaco. Et aussi depuis 4 ans, c'est ça ? Voilà, depuis 4 ans. Et on fait ça avec l'AS Monaco Basket, on fait ça avec la Fédération monégasque de basket, et on fait ça aussi avec la mairie. Mmh. On pose le terrain, on fait un tournoi international, voire national, par rapport aux différents moyens qu'on peut avoir, et aux autorisations aussi qu'on peut avoir. Et derrière, ça prend un peu forme au fur et à mesure. Voilà, j'aimerais bien que ça aille plus vite, mais bon. Après, derrière, il y a un bel objectif en ligne de mire par rapport à l'organisationnel sur le 3-3 Monaco, c'est les Jeux des petits États en 2027, sur lesquels, avec le comité olympique, j'espère qu'on va travailler pour faire une belle compétition et présenter une équipe compétitive. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité de s'installer n'importe où. Justement, votre tournoi de 3-3 à Monaco, il se pose quand même sur le port Hercule. Sur le port Hercule. Alors, je vois beaucoup de spots jolis en 3-3. Je pense que c'est un des spots les plus beaux du monde. On pourrait trouver encore mieux à Monaco. On a déjà analysé d'autres endroits où on pourrait le poser qui serait super. Mais là, on est vraiment bien sur le port dans le cadre des animations de la ville de Monaco. Il sera sur le port en 2025 ? Oui. Anthony, on va faire un petit break avant d'attaquer la dernière partie et de parler de votre rôle de directeur de formation. J'ai toujours l'habitude de faire un petit jeu ou un petit quiz. Là, je vous propose, c'est quelque chose qui est très connu sur les réseaux, qui se fait beaucoup, c'est de choisir entre deux. Il y a 2 propositions, il va falloir choisir l'un ou l'autre. D'accord. On parle uniquement de basket, évidemment. Ah, merci. Anthony, Gaston Médecin ou Belgrade Arena ? Gaston Médecin. Pourquoi ?
parce que c'est Monaco et bon, j'ai pas forcément. Je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé dans toute ma carrière de basket. Et j'ai pas cette prétention, et je suis jaloux de ça, que certains joueurs peuvent dire moi c'est chez moi ici, tout ça. Et moi, à partir du moment où moi ma famille est de Cap d'Aille, ma femme est monégasque, à partir du moment où je suis arrivé à Monaco, je me suis senti redevable au fait de dire voilà, Monaco, il faut que ça soit chez moi, et pour que ça soit chez moi, eh ben il faut que je montre que je m'investisse à fond dans le projet monégasque, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant qu'aujourd'hui avec mes missions, mais que ça aille au-delà au-delà du fait que je sois seulement joueur. Et je veux que Gaston Médecin, pour moi, je puisse dire, être crédible en disant non, mais Monaco c'est chez moi, l'AS Monaco c'est mon club. Mais pour ça, par rapport aux gens que j'ai pu côtoyer, qui sont dans le basket depuis belle lurette, voilà, j'ai encore du boulot à faire, mais je vais faire le boulot pour faire partie de la famille en tout cas. Panathinaikos ou Olympiakos? Olympiakos. Après, pourquoi? J'ai pas forcément de... C'est une réponse. Je préfère le rouge et blanc. Real ou Barça? Real. Paris ou Asvel? Asvel. 3 points ou dunk? Alors j'étais pas bon dans les deux. On va dire 3 points, ça vaut 3 points. Voilà. Plutôt extra pass ou crossover? Extra pass. Plutôt contre ou buzzer beater? Buzzer beater. Allez, on va passer sur les joueurs maintenant. Mike James ou Nando De Colo? Elle est pas facile celle-là. Nando. Mathieu Razel ou Théo Malédon? Mathieu Razel. Il me scotche. Arrivé comme ça, on savait qu'il était bon en arrivant à Monaco, mais à Monaco, tout le monde lui prédisait. Et moi y compris, hein, j'avais aussi cette idée-là que putain, il allait venir de l'Asvel dans un effectif pléthorique. Est-ce qu'il allait, parce qu'on en a vu des joueurs de jeunes qui arrivaient à Monaco et qui allaient au fin fond du banc. La capacité qu'il a eue pour stepper à chaque année et tout ça, c'est, je suis fan de. Et là, cette saison, il est remarquable. Bien sûr, il est incroyable et c'est un vrai joueur d'Euroleague, quoi, et c'est un vrai joueur international. Ouais, Mathieu Razel. La nouvelle recrue, Daniel Theis ou Mathias Le Sort? Mathias Le Sort, français. Euroleague ou NBA? Euroleague. Euroleague, ouais. Euroleague. Ça veut Pourquoi? pas dire. Parce que le fait, je trouve que chaque match compte. Ça définit très bien l'Euroleague. Derrière, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas du tout, je regarde pas du tout la NBA. Je regarde énormément la NBA à partir des playoffs. Autant que l'Euroleague. Mais l'Euroleague, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est les playoffs sur un an, à chaque fois. On traverse l'Atlantique? Let's go. Boston Celtics ou Los Angeles Lakers? Lakers, Kobe. Du coup, Lakers ou Chicago Bulls? Kobe, Lakers. Michael Jordan ou LeBron James? Celle-ci, c'est une Michael Jordan. classique. On a souvent cette réponse aussi. Ouais. Tant mieux. Shaquille O'Neal ou Karl Malone? Shaquille O'Neal. Tim Duncan ou Kevin Garnett? Tim Duncan. La prochaine, elle n'est pas forcément facile. Kyrie Irving ou Allen Iverson? J'adore Kyrie Irving. J'adore. Deux magnifiques dribbleurs, là, tous les deux. Oui. Voilà. Après, en termes de dribbleur, je serais plus Isaiah Thomas, mais Kyrie Irving, ouais. Allez, il en reste 4 à passer. Steph Curry ou Kevin Durant? Steph Curry. Le fait qu'il soit resté dans la franchise toute sa carrière, pour moi, ça a un sens. Et pour moi, c'est là où on voit tout le temps, il y a les débats des... Il a continué à faire gagner son équipe. Exactement, il y a tout le temps les débats des GOAT et tout ça. Pour moi, Michael Jordan, Kobe, Magic, Larry Bird, Tim Duncan, voilà, ça, pour moi, ils font partie parce que voilà, le fait de rester tout le temps dans la même franchise... Il y a ce débat autour de Durant qui gagne plus depuis qu'il a quitté Curry, d'ailleurs. Il y a ce débat, ouais, il a quitté Curry, après Curry a continué à gagner. Ouais. Luka Doncic ou Nikola Jokic? Ce que fait Jokic, quand même, c'est très très fort. Hein. Jokic. On va parler de dunk un petit peu. Blake Griffin ou Vince Carter? Vince Carter. Obligatoire. Oui, Vince Carter. Oui. Je savais qu'en la posant, je connaissais la réponse aussi. Allez, une petite dernière pour terminer. Victor Wembanyama ou Tony Parker? Tony Parker. J'espère qu'on se revoit. J'espère qu'on se reverra dans 10-15 ans et que derrière la réponse va changer. Mais Tony Parker, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore, c'est incroyable. Sans faute. Anthony, on va s'intéresser maintenant à votre dernier rôle de l'ombre. On va parler de votre casquette de directeur de centre, celui de l'AS Monaco Basket Amateur. Donc en gros, vous gérez le centre de formation de la Roca Team. Voilà, je suis directeur donc, du centre de formation depuis 2 saisons maintenant. Le centre de formation est composé de 2 effectifs. L'effectif U18 qui joue au championnat de France U18, U18 Elite, et de l'équipe U21 qui participe au championnat LNB Espoir.
Donc ça a à peu près 17-18 joueurs à gérer un peu au quotidien, que ce soit de manière sportive, où là, les deux entraîneurs, Johan Bocher et Michael Pivot, sont missionnés pour ça. Et derrière, sur tout ce qui est organisationnel, extrasportif, derrière, j'interviens. C'est quoi le quotidien d'un directeur de centre ? Alors, ce qui est vraiment formateur, c'est que c'est un peu du touche à tout. Ça va dans l'organisationnel avec la planification des entraînements, avec le contexte lié à Monaco. On n'a qu'une salle, pas beaucoup de créneaux, avec 3 équipes qui viennent dedans. Donc c'est des relations avec l'administration du stade. Il y a aussi des relations avec la DENJS par rapport à la scolarisation des U18. Je dis ça parce que j'étais en plein dedans ce matin. Donc c'est tout ce qui est dérogation scolaire, etc. Tout ce qui est process, tout ce qui est accompagnement des familles dans l'intégration de leurs enfants dans l'éducation nationale à Monaco. Il y a aussi des relations avec le comité olympique monégasque dans le cadre des classes élites qui permettent des horaires aménagés pour les joueurs. Donc il y a un vrai travail aussi sur ça, un travail par rapport au contexte d'aujourd'hui, mais aussi un travail par rapport au fait que ce contexte aujourd'hui, on veut le faire évoluer pour permettre aux centres de formation de basket, mais aussi aux autres fédérations, de faciliter un peu l'accès à la haute performance aux jeunes joueurs. C'est l'organisation aussi des déplacements et c'est de la gestion du budget sur l'année. Donc voilà, c'est vraiment des travaux c'est un travail de touche à tout et qui est très très formateur, qui est éloigné des terrains parce que quand je suis arrivé, avant d'arriver vraiment officiellement dans la structure, je travaillais bénévolement pour le centre de formation. Et on a, avec Roland Biancheri à l'époque et Nicolas Chatailly, on a axé sur le recrutement d'un entraîneur qui était quand même expérimenté sur le niveau et qui pouvait aussi nous apporter un peu de cette expérience, cette connaissance qu'il a du niveau pour vraiment laisser la partie sportive à Johan Bocher et à Michael Pivot, ce qui permettrait aussi pour moi de voir un peu, d'explorer un peu, d'être facilitateur au quotidien. Voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'êtes pas la Roca Team. En revanche, c'est que c'est 2 entités complètement différentes. La SM Basket et la SM Basket Amateur sont 2 entités différentes. Exactement. Donc la Roca Team, sauf erreur de ma part, c'est une structure société anonyme monégasque. Et derrière, à côté, on a la structure associative de l'AS Monaco Basket Amateur, qui comprend énormément d'équipes, de U7 jusqu'à U21. Et derrière, après, par contre, notre fonctionnement du centre de formation est indépendant de celui de la section amateur. Qui est aussi, par contre, on a le même président, on a le même bureau, etc., etc. Et l'un a besoin de l'autre. Le centre de formation a besoin de... Oui, bien sûr. L'un est dépendant de l'autre un petit peu aussi quelque part. Oui, exactement. Après, derrière, il y a toute une politique sportive aussi à mener. C'est aux élus de la mener par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport ce qu'on veut faire localement. Est-ce qu'on veut privilégier la formation locale pour faire justement emmener des joueurs issus de la formation monégasque depuis U9 à leur donner une possibilité d'être avec les U18 ou les U21 demain. Donc voilà, c'est pour ça que l'un et l'autre doivent travailler en commun. Voilà. Après, derrière, la structure est différente. La passerelle est un peu plus compliquée avec la Roca Team parce que c'est la Roca Team, parce que c'est un effectif pléthorique, un des plus grands effectifs d'Europe. Et derrière, trouver cette passerelle entre U21 et professionnel, c'est un peu plus compliqué, mais on travaille dans le bon sens avec ça. Et derrière aussi, c'est aussi notre souhait que la section professionnelle aussi s'appuie sur ce qu'on est en train de faire au centre de formation, si ça peut les aider dans la quête aussi de leurs résultats. Ce fait que le centre de formation et la Roca Team soient 2 entités différentes, c'est quelque chose de propre à Monaco ? Non, la plupart des structures de centre de formation dépendent de l'association. Et derrière, le club pro est une SASP, je crois que c'est comme ça l'appellation en France. Ils travaillent, ils ont 2 structures juridiques différentes, mais travaillent en commun. Et vous travaillez main dans la main ? Bien sûr, on travaille main dans la main. Après, derrière, on est conscient que la Roca Team a des objectifs très, très élevés. Derrière nous, on est centre de formation, on a aussi des objectifs. Bien sûr. Et derrière, ce qui peut être un frein dans le développement du centre de formation par rapport pour attirer les meilleurs potentiels, c'est qu'aujourd'hui, quand les meilleurs potentiels viennent à nous, la première chose qu'ils demandent, c'est par contre, moi, mon joueur, il veut s'entraîner avec les pros tous les jours.
C'est un peu plus compliqué d'avoir l'accès à l'entraînement tous les jours avec les pros à Monaco. Déjà d'une, parce qu'ils ont un calendrier extrêmement pris, l'Euroleague, ça. Deux, ils ont un effectif de 14-15. On va voir si on va dans les autres centres de formation, que ce soit en Pro B ou en Pro A, ils ont des effectifs peut-être de 10, donc il y a tout le temps au moins un, voire deux espoirs qui sont inclus dans un entraînement au cas où. Là aujourd'hui, c'est le même problème avec l'Asvel et Paris. L'Asvel Paris, ils ont un effectif professionnel tellement important qu'ils ont du mal aujourd'hui à faire venir les meilleurs potentiels. Et c'est frustrant. Alors, moi, je vois pas ça quelque chose comme frustrant. Moi, quand j'échange avec des parents, avec des joueurs, avec des acteurs de la gouvernance du sport à la Fédération française de basket, ou alors avec les gens de l'INSEP, du Pôle France, pardon. En fait, nous, on essaye de sacraliser aussi l'accès à cette équipe professionnelle, quoi. Ça veut pas dire qu'on travaille pas avec eux. Il y a tout le temps voire deux ou trois joueurs qui fait la préparation à Bormio avec le groupe professionnel. Et derrière, la réalité, c'est que si demain il y a un joueur quel qu'il soit, qui est bon, dont le coach professionnel pense qu'il peut apporter au groupe dans la quête de résultats, pourquoi le coach s'en priverait? Par contre, on veut pas promettre aux agents et aux joueurs, oui, il y aura vraiment une régularité d'entraînement avec les pros. Voilà. Et moi, je crois pas au discours un peu préconçu. On fait pas jouer les jeunes Français. C'est un discours un peu démocratisé un peu dans le championnat de France. Moi, je pense que les entraîneurs français ou étrangers, ils ne peuvent pas être stupides au point de se priver d'un joueur qui ne va pas leur faire gagner. Et les plus grands joueurs j'ai joué avec des jeunes vraiment potentiels, ils étaient bons, ils jouaient. Moi, j'ai eu William Howard qui est venu au HTV quand on était en Pro B. On monte en Pro A. Il avait 20 ans et il jouait parce qu'il était bon. Et il était hors de question que Cal Milling à l'époque, il se dise non, je le prive de jouer parce qu'il est jeune et je veux faire jouer un Américain. Je pense que les entraîneurs, à partir du moment où ils sont sensibilisés par le fait que tel joueur, peu importe, peut-être tel joueur, il est bon, il va m'aider à faire gagner, il va être intégré dans le groupe. Je pense que même Paul Lacombe, il expliquait ça aussi un jour, comme quoi lui, il a jamais connu ça, puisque tous les coachs, qu'ils soient jeunes ou pas, s'il était bon, il était sur le terrain, quoi. Voilà. C'est ça la réalité. Moi, à mon avis, c'est la réalité, c'est ma réalité. Et j'arrive pas à me faire à l'idée qu'un coach puisse se priver d'un joueur, quel que soit son âge, sa nationalité, s'il va l'aider à faire gagner. Ou alors, c'est pas un bon coach. Et puis, s'il n'y a pas la finalité de les voir dans l'équipe première, il y a peut-être aussi la satisfaction de les retrouver peut-être dans d'autres clubs ailleurs, en Pro A, en Europe. Bien sûr. L'exemple le plus récent, c'est Mohamed Amini. Mohamed Amini, c'est un jeune joueur, un jeune Iranien qui arrive à Monaco à 18 ans. Je crois qu'il n'a même pas 18 ans encore. Il fait deux saisons à Monaco. Derrière, il signe un contrat pro à Nancy. Avant de signer à Nancy, quand même, on prend le temps d'appeler la section professionnelle pour leur dire, OK, Mohamed Amini, l'an prochain, il veut passer pro. Est-ce qu'il y a de la place pour lui? Est-ce qu'il n'y a pas de place pour lui? Parce que s'il n'y a pas de place pour lui, c'est normal que dans sa gestion de carrière, il puisse aller au plus haut niveau le plus rapidement possible. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle aussi Mohamed est allé à Nancy. Et j'ai eu Sylvain Lautier, son entraîneur, il y a très peu de temps au téléphone. Il en est très très content. La gestion des jeunes, c'est quelque chose de compliqué aussi à gérer. Quand on doit faire venir des jeunes joueurs, peu importe de France ou d'ailleurs, il y a tout un contexte à gérer. Oui. On le retire des fois on le retire de sa famille, de sa ville. Alors déjà, il y a un contexte administratif. Déjà, premièrement. Bien propre à Monaco. Parce que quand on prend des étrangers, il y a toute une démarche administrative à prendre en compte. Toutes des procédures à mettre en place. Et derrière, après, tout ce qui est le désattachement à la famille, quoi. Et derrière, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de créer un environnement assez convivial entre les joueurs, mais aussi entre les joueurs et la direction et le sportif. Mais oui, c'est un travail... Quelle approche vous avez, vous, dans le discours avec ces jeunes Alors d'abord, la priorité, c'est surtout par rapport aux 18, c'est avec les parents.
Les parents, on veut les rassurer, on veut leur dire que ils vont être un peu en autonomie. Mais par contre, on est là pour les urgences et tout ça. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Il y a pas des heures où on est tout le temps en astreinte, quoi. Voilà. Il y a un problème, ça peut aller n'importe quoi. Il y a un problème vraiment, le joueur il se sent pas bien à l'école, il a des mauvais résultats, le CPE elle nous appelle, on appelle les parents. Vraiment, c'est de garder ce contact avec les parents et derrière qu'il y ait une présence, que les joueurs ressentent une présence. Les joueurs U18. Après, les joueurs U21 sont un peu plus autonomes, ils ont un peu plus l'habitude et ils sont déjà formatés par rapport à ça. Et cette saison, on a mis en place aussi une cellule psychosportive. Ouais, j'allais le demander justement. Et donc avec Cédric Quignon, qui moi m'a accompagné mentalement Qui est venu dans Les Invisibles. Voilà, ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Et moi, il m'a accompagné mentalement dans ma démarche pré-JO et post-JO. Il m'accompagne encore, du coup. Et donc voilà, au départ, on avait ciblé 3 profils. On avait ciblé 6 profils pour les U18 qui étaient éloignés de leurs parents. Après, c'est un peu étendu sur les espoirs. Donc, on a demandé à Cédric de faire un bilan psychologique de chacun de nos joueurs. Et derrière, de cibler un peu en collaboration avec le coach, les joueurs qui en avaient le plus besoin. Ce qui est pas forcément négatif. On peut très bien cibler un accompagnement humain, psychosportif avec un joueur qui, lors de l'entretien du bilan psychologique, démontre des qualités mentales exceptionnelles et donc on veut creuser là-dedans pour encore plus exploiter ce potentiel-là. Et ça peut aller aussi quelque chose avec quelqu'un qui a eu une enfance un peu plus difficile, et qui a besoin aussi de parler et d'avoir des leviers un peu pour séquencer tout ça. C'est-à-dire que là il y a un temps où on peut parler. Pendant le temps sportif, il y a le temps sportif. Derrière, s'il y a besoin de parler aussi sur le temps sportif, on parle sur le temps sportif. Mais voilà, c'est vraiment dans le but d'échanger et d'accompagner l'humain. Vous êtes arrivé à la tête du centre de formation plus ou moins 10 ans après votre titre avec Monaco en NM1. Ça doit être déjà gratifiant de se retrouver à la tête du centre de formation d'un club pour lequel on a donné. Et puis, ça montre aussi la progression éclair du club. Oui, voilà. Je suis arrivé sur le centre de formation. Moi, je travaillais pour la Fédération française de basket en tant que chargé de développement sur le 3-3. J'avais pas mal de missions qui me faisaient voyager et tout ça, et j'en avais un peu moins de voyager. Et j'ai eu et après, je travaillais aussi en parallèle bénévolement pour le centre de formation, dans l'accompagnement un peu administratif. Je faisais part un peu de mon réseau à la Fédé ou alors à la Ligue pour avoir un peu des accès un peu, pas prioritaires, mais des accès un peu raccourcis. Et après, c'est venu un peu comme Nicolas est venu me chercher par rapport à ça. Et je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard quand les gens viennent te chercher pour ce genre de mission-là. C'est qu'il y a des raisons et c'est qu'il y a une légitimité. Et que cette légitimité-là, j'ai réussi à la gagner de par mon parcours peut-être de basketteur, de par mon parcours aussi de carrière post-basketteur. Et peut-être aussi par rapport au 3-3 et par rapport à ce qu'il y a dans l'échange, qu'on peut avoir dans l'échange. Je pense que c'est important que sur ces postes-là, qu'il y ait des gens qui soient ancrés localement pour développer la structure. Et pas forcément que ce soit un projet de carrière. Et j'écoutais dernièrement Guillaume Vizade, qui est entraîneur du Mans, dans un podcast, et qui racontait son histoire à Vichy, et qu'en fait, sa structure à Vichy, au fait, quand il a pris le poste à Vichy, l'équipe était dernière, il devait se sauver, il restait 10 matchs, il fallait en gagner 7. Et au fait, le fait d'avoir dans le staff des joueurs qui étaient issus de Vichy, ça a aidé aussi à donner tout du sens à l'objectif. Et je pense que ces postes-là, le fait que ça soit des gens qui soient ancrés localement, c'est très très important par rapport à la politique sportive qu'on veut mener. Bien sûr. C'est Nicolas Chataille qui est venu vous chercher ? Oui. Après, derrière, il y avait déjà des pourparlers auparavant avec l'ancien président Arnaud Justy. À mon avis, c'était pas le bon moment parce que moi, j'étais avec la Fédération française de basket. Et c'était un travail qui me plaisait bien. C'était en plein dans le 3-3, c'était dans le développement du 3-3 vraiment au niveau national. J'allais dans les comités à droite à gauche et c'était quelque chose qui me plaisait, dans lequel je me sentais évoluer. Après, c'est vrai qu'il y a eu, après derrière, il y a eu la période du Covid, et ensuite derrière, la fédération s'est un peu restructurée.
Et je travaillais aussi bénévolement pour le centre de formation. Et donc Nicolas, il y a eu un changement de présidence et Nicolas m'a proposé le poste et j'ai accepté parce que c'est quelque chose qui est très très formateur, Qu'est-ce qui fait l'identité de la formation monégasque ? Alors l'identité de la formation monégasque, c'est que à l'inverse des autres centres de formation, on a une politique qui est aussi basée sur les résultats. L'objectif est clair, on veut faire le trophée du futur et on veut. L'objectif est clair à terme, c'est de gagner le trophée du futur. Il y a déjà une finale l'an dernier. Il y a déjà une finale l'an dernier. On est vice-champion de France. Au niveau olympique, vice-champion, c'est quand même une ligne en plus dans le palmarès. Donc on est vice-champion de France aussi espoir. Et l'identité, c'est de l'accessibilité au haut niveau pour des joueurs qui ont pas forcément, qui sont pas encore dans leur vraiment sur le niveau prospect. C'est-à-dire que on va prendre des joueurs qui sont déjà prêts en termes de volume physique à jouer chez les adultes, mais qui n'ont pas eu l'opportunité chez les adultes. On l'a eu Ambroise Couture, c'est une bûche quand même le type. Il arrive, c'est sur sa dernière année espoir, il éclate tout en espoir. Derrière, il a la possibilité d'aller à Pont-de-Cherruy sur un contrat professionnel en National 1. Derrière, pareil, on a le même cas avec Mohamed Amini. C'était un peu différent puisque là, c'est vraiment prospect pur, mais que personne connaissait en France. Bien sûr. Et derrière, voilà, le recrutement est axé vraiment sur ces profils-là. Ces profils qui sont peut-être déjà prêts à jouer au niveau professionnel, que ce soit en Pro B, en N1, mais qui n'ont pas eu l'opportunité pour pouvoir confirmer la chose. Nous, on les récupère, on continue leur formation et on les prépare à ce qu'ils vont leur arriver derrière. Et depuis 2 ans, quand même, on a des joueurs qui... Parce que le but du centre de formation, au final, c'est qu'à la fin de leur cursus, qu'ils aient au moins une chance. Une chance. Cette chance-là, il faut qu'ils la prennent, parce qu'après, c'est la jungle. Derrière, on est dans un petit cocon en centre de formation, on est un peu couvé, on est un peu... Voilà, tout ça. Derrière, dès qu'ils arrivent sur le niveau professionnel, après, derrière, il faut qu'ils soient prêts à affronter tout ça, quoi. Voilà. Et nous, on les forme à ça. Mais on en tire quand même une satisfaction, parce que là, on a quand même des joueurs depuis 3-4 ans qui sortent et qui ont au moins une chance. Et là, l'an dernier, il y a Mohamed, il y a Nicolas Vanel, qui a fait sa formation aussi à Monaco. Qui est monégasque. Qui est monégasque, qui est en Roumanie. Voilà, je peux en citer d'autres. Hein. Et à la tête de tout ça, un coach avec qui ça fonctionne bien aussi. Oui, après derrière, ça fonctionne très bien de par sa connaissance du milieu. Nous, quand on le recrute, de mémoire, je crois qu'il est à Reims. Vous connaissiez déjà un petit peu? Ouais, je le connaissais du HTV. Moi, j'étais professionnel et lui, il était déjà avec les espoirs. Et derrière, c'était une volonté aussi des élus et aussi de ma part, quand on l'a recruté, on voulait avoir quelqu'un qui connaissait le marché, qui savait comment fonctionnait les centres de formation, le niveau espoir, pour pallier aussi à cette méconnaissance du niveau, parce qu'on a un jeune centre de formation. Et moi, après, derrière, à l'époque, j'étais encore bénévole, donc j'avais d'autres missions avec la Fédération française de basket, et je pouvais pas m'investir pleinement dans le sportif. Et donc, ça m'est paru logique de proposer la candidature de Michael aux élus, parce que il avait 10 ans d'expérience, il avait fait plusieurs centres de formation, et donc voilà, ça me paraissait une évidence. Et après, derrière, on avait aussi besoin de quelqu'un qui comprenne qu'on veuille des résultats. Et souvent, dans les centres de formation, moi, 2-3 fois, il y a des entraîneurs qui ont été un peu désagréables avec moi, en me disant ouais, vas-y, on fait pas le même métier, on fait pas le même métier. Bon. Nous, on veut gagner les matchs, et les joueurs qui sont en centre de formation, ils sont là pour être formés en tant que joueurs, mais aussi pour être dans des situations auxquelles ils vont être confrontés à N+1, N+2, N+3. Et la situation dans laquelle ils vont être confrontés à N+1, N+1, N+2, N+3, c'est le résultat. Le résultat, quand ils vont rentrer dans la jungle au niveau professionnel, s'il n'y a pas de résultat, pas de performance, derrière, ils vont prendre le coup de bâton. Et nous, en centre de formation, il faut qu'on les prépare à ça. Et on a des exemples de joueurs qui sont sortis du centre de formation de Monaco, qui ont eu leur chance en pro, et ils sont revenus. Donc, et c'est la jungle, hein. Enfin, encore plus qu'à mon époque, je pense. Voilà.
On a parlé des très bons résultats des espoirs. Il y a une belle marge de progression aussi maintenant chez les U18. Oui, chez les U18, c'est vraiment le grand axe de développement du centre de formation. On n'a pas de capacité d'accueil pour eux. Et ce qu'on aimerait développer, c'est d'avoir une ressource humaine en plus au sein du centre de formation pour vraiment les accompagner un peu au quotidien. Et enlever un peu cet aspect autonomie sur les U18 et vraiment d'avoir une personne en plus pour la gestion du quotidien et en plus des missions sportives, bien entendu. Et derrière, c'est développé. Après, derrière, on fait aussi avec les moyens qu'on a. Derrière, la capacité d'accueil du centre de formation, c'est pour 11 joueurs. Les capacités, les hébergements sont pour les U21. Et derrière, l'axe de développement, c'est sur le U18. Et par contre, là où on a bien progressé, c'est sur l'aspect recrutement U18. On a mis une politique en place de recrutement très liée au contexte de Monaco. Et derrière cette politique, on l'a déclinée avec le sportif. Voilà, on veut recruter en U18. Il faut ça, ça, ça et ça. Mm-hmm. Ça peut pas se dépasser ce cadre-là. On revient au cadre. Et en fonction du cadre, derrière cette année en U18, je pense qu'on a fait un sans faute. Mm-hmm. On a fait un sans faute. Est-ce que la participation à la NGT, ça a joué un petit peu sur le recrutement ou pas ? Peut-être, peut-être, c'est un argument. Ça apporte de la visibilité. C'est un argument. C'est un argument en plus. Au centre de formation à l'AS Monaco au basket, on accueille les 18 de telle façon. Ça a des inconvénients. L'avantage aussi, c'est qu'il y a une exposition sur la NGT. C'est qu'il y a un accompagnement humain, c'est qu'il y a un accompagnement sportif de qualité, c'est qu'il y a un accompagnement scolaire avec le lycée Albert Ier aussi de très très haute qualité. Mm-hmm. Et voilà, ça fait un peu la balance, en effet. Mm-hmm. En effet. Il va y avoir un gros tournoi encore là pour les jeunes dans pas longtemps à Cholet. À Cholet, oui. À Cholet, à U18, le tournoi de la Jeune France, le mondial de Cholet, avec pas mal d'équipes. Ouais. Et aussi, on va aussi emmener normalement les U18 sur un tournoi international en Guadeloupe fin juin. Et voilà, il faut aussi voir un peu comment ça va se goupiller ça par rapport au bac, etc. Donc c'est possible, mais on a l'ambition de faire le Cholet et le tournoi en Guadeloupe. C'est quoi les objectifs futurs là, du centre de formation ? Court terme, long terme. Court terme, déjà, c'est je pense en U21, c'est de. Le titre. Déjà, c'est l'accession au Trophée du Futur. Je pense que pour le titre, Bourg-en-Bresse sont un peu loin déjà, je pense. Et par contre, c'est une qualification sur le Trophée du Futur. Après, le Trophée du Futur, c'est une Leaders Cup au niveau espoir. Mm-hmm. C'est la forme du moment. Et donc préparer cette Leaders Cup, ce Trophée du Futur dès maintenant avec une planification, etc., etc. Mais ça, je fais confiance au staff par rapport à ça. Et sur les U18, je pense que là, l'objectif, c'était qu'ils se qualifient en poule haute, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Donc là, on s'est qualifié en poule haute. Et je pense que l'objectif sur la fin de saison pour les U18, c'est vraiment cette capacité vraiment à rester concernés, parce qu'ils se prennent en ce moment, ils se prennent de plein fouet les autres catégories, les autres clubs U18. Le niveau de la poule haute est quand même exceptionnel. Il y a l'Asvel, etc. La plupart des centres de formation, en fait, ils ont une seule équipe. Ils ont 15 U18. Et sur ces 15 U18 là, il y en a la moitié qui jouent et en espoir et en U18. Donc on les voit peut-être pas en première phase, mais on voit les meilleurs joueurs en deuxième phase. Donc voilà, et c'est que malgré ça, malgré cette opposition importante, qui garde la tête haute, qui continue à travailler, parce que c'est maintenant qu'on travaille ce qui va se passer l'année prochaine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on attendait, qui était prévu. Mais par contre, voilà, il faut garder un peu le cap et pas se morfondre sur les défaites, parce que le travail en semaine, il est important aussi, malgré que ce soit dur le week-end. Pour terminer, Anthony, je voulais revenir sur la salle Gaston Médecin, justement. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait y revenir. Il y a eu cette interview de Alexis Efimov, le directeur exécutif du club. Il évoque le futur projet de salle. Ça fait rêver une grosse salle ici à Monaco pour aller voir l'Euroleague, notamment l'Euroleague. Bien sûr, ça fait rêver. Après, derrière, quand je vais voir un match d'Euroleague, je trouve que l'ambiance, elle est super. Ce qu'ils font, c'est... le potentiel de la salle, vraiment, il est
est poussé au maximum et que c'est vraiment un vrai show et tout ça. Et bien sûr, après, ça fait rêver d'avoir encore plus de monde parce que ça serait vraiment un bel écrin. Après, je pense qu'aussi en termes de développement pour leur structure, eh ben, ça serait un accélérateur incroyable. Et derrière aussi, c'est plus plaisant d'aller dans une belle salle, d'avoir une salle profilée un peu à l'américaine, NBA, pour avoir un vrai show. Mais bon, voilà, je pense qu'il leur manque ça vraiment pour passer encore un step. Et voilà, mais après, derrière, sur l'utilisation de Gaston Médecin, ils sont vraiment... je suis tout le temps étonné que c'est vachement télégénique. Et quand on est dedans, on se prend vraiment au jeu, quoi. Ah, mon fils, il est dedans, il s'éclate, quoi. Il voit les lumières de partout, il voit faire celle qui crie. On va tous faire celle qui crie. Ouais, on l'entend aussi. Donc non, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait depuis 10 ans. Moi, quand je suis parti. Il y a 10 ans, vous pensiez que Monaco, ça deviendrait ça? Alors, au fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, on a gagné le titre, et après, j'avais encore 2 ans de contrat. Et au fait, ils ont la nouvelle direction et tout ça. Ils ont pris une direction en disant, bah, ok, on repart d'une page blanche et on prend des joueurs qui sont meilleurs que ceux qu'on avait. Mais oui, après, à partir du moment où ça fonctionne comme ça, d'ailleurs, j'étais dans des équipes déjà auparavant qui fonctionnaient comme ça et ça n'avait pas marché. Mais quand même, là, il y avait quand même on sentait quand même qu'il y avait de la connaissance dans le projet, dans un projet sportif, la connaissance du marché européen, la connaissance et tout ça. Voilà, il leur manquait juste au départ la connaissance du fonctionnement vraiment franco-français. Et ils sont passés par là et donc voilà, mais bon, l'ascension est fulgurante. Hein. On essaye de suivre avec le basket amateur et le centre de formation. Mais bon, voilà, ça va prendre un peu plus de temps, mais on y croit en tout cas. Merci Anthony. Merci d'être venu dans les Invisibles. On a passé un bon petit moment ensemble. C'est cool. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite avec un nouvel Invisible. Yeah.